Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ma jeunesse et pour vous parler de ma rencontre avec les services secrets américains, les services secrets des USA. Alors je vais vous raconter un peu une petite histoire qui en fin de compte euh, a été utile pour moi parce qu'elle a permis indirectement de sauver la vie euh, d'un mari d'une amie. Et je vais vous raconter cette histoire. Alors, il y a de nombreuses années, à l'époque où les réseaux sociaux de type Facebook ou YouTube, voire Twitter, n'existaient pas, hein, ni Instagram, donc il n'y avait que des forums sur lesquels les gens pouvaient discuter. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces ramifications qui permettent euh, si aisément aux gens de pouvoir communiquer les uns avec les autres dans toutes les parties du monde. Alors il y avait des forums, il y avait un forum sur lequel j'allais de temps à autre qui s'appelait Planète Muscle, un forum qui avait été monté d'ailleurs par un ami. Et j'étais là parfois sur ce forum à discuter. Il y avait des thèmes. Et sur ces forums, il y avait beaucoup de militaires, alors beaucoup de militaires français, qui faisaient de la musculation et qui étaient coincés en Afghanistan, où les gars bossaient, ils travaillaient, on va dire, pour sécuriser le pays et pour sécuriser principalement les gazoducs, entre autres. Et bon, ils s'ennuyaient, alors ils y parlaient de muscu. Je me souviens d'une discussion, les gars commençaient à discuter avec moi et ils me disent oui, nous on est en Afghanistan, on s'entraîne toute la journée, on n'a rien à faire. Des fois on fait ci. Alors je dis mais qu'est-ce que vous faites? Et les gars commencent à me dire nous on est là. Ils répondent, c'était un forum, c'était assez sympa. Hein, on parlait de muscu, puis on commence à parler de géopolitique, et puis c'est des militaires, ils vont là-bas, ils ne savaient pas exactement ce qui se passait, puis l'information ne circulait pas comme elle circule maintenant. Et puis les gars commencent à me dire, oh on combat le terrorisme, on combat l'islamisme, on combat les terroristes en Afghanistan. Je dis, comment ça, tu combats les terroristes en Afghanistan? Oui, on combat les terroristes qui empêchent les démocraties, qui empêchent. Je dis, non, non, non. L'Afghanistan, euh, ce n'est pas un combat contre le terrorisme, ni un combat contre l'islamisme. C'est quelque chose de bien différent. Des gars me disent, mais c'est pas vrai, on est là pour ça. Puis moi, je commence à les éduquer. Je dis, non, non, vous avez un combat qui est honorable, mais qui n'a rien à voir avec un combat contre le terrorisme ou l'islamisme. Ce sont des guerres économiques. Bah oui, tout le temps, cette foutue calorie, ça m'intéresse depuis que je suis jeune. Et j'avais compris assez jeune que c'était l'énergie était le nerf de la guerre, puis l'énergie c'est ce qui fait tourner le monde et c'est ce qui génère nos passions. Hein. Et je lui dis non, vous êtes là pour sécuriser les gazoducs, les gazoducs qui sortent du Turkménistan, parce que le président du Turkménistan, le Turkménistan est tombé aux, aux mains des Occidentaux alors qu'il appartenait euh, à la base à l'Union soviétique, hein, donc à la Russie, et le Turkménistan est devenu indépendant, et là je commence à leur expliquer, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas un Google aussi performant, il n'y avait rien réellement pour faire des recherches, mais il y avait par exemple des bouquins en France qui s'appellent le Quid. Alors si les vieux de la vieille s'en souviennent, c'était un gros livre qu'on trouvait très très épais, une espèce de gros dictionnaire comme ça, avec du papier extrêmement fin, vous savez, du papier presque transparent, avec écrit en lettres minuscules, où il faut des bonnes lunettes ou être très jeune pour voir ça. À partir d'un certain âge, vous ne voyez pas ce qui est petit. Donc il y avait des articles surtout, puis des articles de très bonne qualité, et donc des articles sur le Turkménistan, puis j'étais allé voir par hasard Turkménistan, tout ça, puis là je commence à voir réseau de pétrole, gaz, plus grosse réserve de gaz, et puis là je vois base israélienne, communauté israélienne, et puis je vois après je vois une émission où je me souviens d'une émission où on parle du président qui s'appelait
Parmirat Niazov, j'ai remis le nom parce que moi je m'en souvenais même plus, tu vois. Et on voit ce président je me souvenais, qui avait fait un appel en direct, personne ne s'en souvient, en demandant en direct à la télévision l'aide des pays occidentaux parce qu'il voulait vraiment sortir, il avait un coup de tête comme ça, de sortir du giron russe, hein, et devenir indépendant. Et bien sûr, tous les États étaient venus, pas pour ses beaux yeux, mais pour les réserves pétrolières du Turkménistan, pétrolières gazières du Turkménistan, qui sont dans les plus grosses réserves du monde. Et puis là, j'avais fait un petit sur Planète Mus, je les avais briefés, j'ai dit non, vous vous battez pour l'acheminement du gaz, qui ne peut pas sortir parce que les Russes, avec le bloquent ce gaz et empêchent ce gaz de passer, hein, puisque de toute façon, il ne pourra pas passer par l'ouest, hein, où il y a la Caspienne et de l'autre côté des républiques, hein, dont la Tchétchénie en partie, hein, qui obéissent à l'État russe. Et il n'y a aucun moyen de faire passer ce gaz, sauf en le sortant du Turkménistan pour le faire descendre, parce que le Turkménistan était tombé aux mains des Européens via des services secrets, si vous voulez, qui avaient tombé, hein, qui avaient promis sûrement à Sapar Mirat, il avait promis un pont d'or, la liberté de faire ce qu'il voulait, l'émancipation de la Russie. Donc il lui avait promis ça en échange du gaz, bien sûr. Et donc tout le monde était venu, et puis ils avaient réussi à sortir ce gaz par l'Afghanistan. C'est pour ça que l'Afghanistan est une zone stratégique, hein, et que les militaires, j'ai expliqué qu'ils se battaient pour sécuriser toutes ces conduites de gaz qui étaient l'énergie qui fait tourner le monde, hein. Donc ce gaz sortait, c'est des milliards de dollars, hein, qui sortaient par là. Et je leur explique tout ça, et je leur explique ça parce que dans le quiz, j'avais lu ça, plus je me souvenais des émissions télévisées, et j'avais vu qu'il y avait des bases à l'époque israéliennes qui étaient installées, et une minorité juive sur lesquelles, c'était pas les juifs, on va pas faire une obsession, mais on s'appuie toujours sur des minorités si on veut faire basculer un pays. Donc les États-Unis étaient là, mais la France s'était mis dedans, hein, l'Europe s'était mis dedans, la France s'était mis dedans, Bouygues a complètement reconstruit à l'époque le Turkménistan, et le Turkménistan ne pouvait sortir, en fin de compte, son gaz que par l'Afghanistan, d'où, en fin de compte, le besoin d'avoir toute cette armée et tous ces Français et ces Américains au Turkménistan, en Afghanistan, qui n'étaient pas là pour défendre les Afghans, mais surtout pour sécuriser la sortie du gaz turkmène, qui ne pouvait pas sortir par l'Est, hein, puisqu'à l'Est, il y a les républiques qui obéissent, il y a la mer Caspienne, et après les républiques qui obéissent aux Russes, donc ils vont bloquer ce gaz, et puis un peu au sud-est, au sud-ouest, à l'ouest plutôt, et un peu au sud-ouest, vous avez l'Iran qui va bloquer aussi, qui est un allié des Russes, donc on ne peut le sortir que par l'Afghanistan, et le but justement c'est d'emmerder ceux qui sortent ce gaz, hein, et de faire chier au maximum, quand vous êtes russe ou pro-russe, l'Afghanistan pour empêcher la sortie du gaz turkmène, et le faire coûter très cher avec l'armée américaine et tout ça, et l'armée française qui était là-bas. Alors je leur explique qu'ils étaient là pour ça, et je leur fais tout un cours sur la géopolitique locale. Alors il faut savoir que si maintenant ça peut vous paraître banal, à l'époque vous n'aviez aucun réseau d'information, et ce que je disais était relayé nulle part, à part sur j'avais vu un site une fois, un site canadien. Les Canadiens ont toujours été francophones, ont toujours été très en avance sur les sites d'information, comme on dit, de réinformation. Donc, mais moi, je ne faisais pas du tout ça dans un but de déstabiliser. Je faisais ça pour expliquer les mecs. Mais on nous a menti. J'ai dit non, c'est honorable, puisqu'en fin de compte, vous vous battez pour que mamie puisse avoir son chauffage au gaz à la maison, ou pour chauffer des hôpitaux. Donc vous vous battez quand même pour de l'énergie, ce qui est honorable. Vous vous battez pas pour tuer des gens, hein, vous ne battez pas contre le terrorisme, vous battez pour de l'énergie, ce qui est la base de tous les combats d'ailleurs. Ah bon, les gars me disaient comme ça. Ah oui, c'est intéressant. Donc j'avais communiqué, puis plusieurs fois discuté avec, puisqu'ils s'ennuyaient. Alors il faut savoir qu'à l'époque,
les services secrets français ne devaient pas super sécuriser tous ces réseaux Internet, puisque c'était relativement nouveau, ils ne savaient pas que des informations forcément pouvaient fuiter. Alors les Français, eux, ne devaient pas trop sécuriser tout ça, et ça les intéressait vraiment pas trop. Hein. Par contre, visiblement, les Américains, eux, surveillaient tous ces réseaux, et donc toutes les communications Internet qui pouvaient sortir et venir d'Afghanistan. Donc, par hasard, ils ont intercepté ma communication et ils ont trouvé que c'était intéressant et ils se sont dit, mais comment ils connaissaient tout ça? Alors, ils connaissaient tout ça parce que tout simplement, j'ai un esprit d'observation et tous les principes d'échange énergétique, si vous me connaissez, vous me suivez, vous savez que c'est quelque chose que je maîtrise très bien et vous voyez qu'en général, ceux qui me suivent et qui me suivent, je prédis tout ce qui arrive, hein, en général, comme la réconciliation des deux Corées du Nord avec Trump, l'alliance avec la Turquie de la Russie, l'hégémonie de la Turquie sur la Syrie. J'ai prévu tout ça, je vous avais tout expliqué, hein, tout ce qui s'était passé, le gaz de schiste et l'arrivée de Trump et le gaz de schiste, mais l'hégémonie du gaz de schiste qui essaye de lutter contre les pétroles et gaz du Moyen-Orient, ce qu'on voit actuellement. Hein, donc j'avais tout expliqué, tout ce qui arrivait, donc c'est pour ça que je suis suivi, donc ceux qui me connaissent. Et bon, les Américains avaient dû s'en apercevoir aussi qu'ils se demandaient, mais tiens, lui, comment il sait tout ça? Et moi, je m'entraînais à l'époque dans une salle à Palais Royal, à Paris, hein, une salle, un gymnase club, où je m'entraînais là-bas. Et là, je suis au vestiaire, et je vois un gaillard qui arrive, qui devait être un peu plus âgé que moi, une dizaine d'années de plus que moi, un brun, costaud, très sympa, mais sans accent du tout, qui me parle. Ah, monsieur Delavier. Ah, bon, je dis bonjour. Ah, j'adore votre livre, j'ai votre livre, tout ça, ça fait de la musculation. Et puis il commence à discuter avec moi, et puis on s'entraîne un peu ensemble, et puis on parle. Et puis il commence à me parler géopolitique, et il dit, qu'est-ce que tu penses, Afghanistan, tout ça, et puis, mais il connaissait pas mal de trucs là-dessus. Je dis, mais tiens, mais t'es français, tout ça. Et puis là, il dit, non, moi je suis américain, mais je vis en France, puis sans accent. Et puis on commence à discuter, et puis je lui explique tout ce que j'avais expliqué aux Français sur l'Afghanistan. Je dis, ouais, ben moi, des fois, même, je discute même de ça, d'Afghanistan. Et puis il dit, ouais, mais tu sais que moi je suis militaire. Et il commence à dire, moi je suis militaire américain, et puis on discute, et puis je lui demande, mais t'as pas été envoyé par les services américains pour voir si j'étais anti-américain? Bah ouais, il me dit, j'étais envoyé pour ça. J'ai été envoyé, je te dis la vérité, il m'a envoyé parce que comme je fais de la muscu et comme je travaille, alors, il travaillait à l'ambassade des États-Unis à Paris. Il avait un haut poste à l'ambassade des États-Unis à Paris, hein, il était un haut poste dans la sécurité et dans le renseignement. Il devait faire du renseignement, il ne me dit pas comme ça, hein, mais il était là-dedans, il m'a bien parlé de ça, mais en tout honneur, hein, on n'était pas du tout, il ne va jamais dévoiler un secret, mais c'était très intéressant. Et puis je dis, tu vois bien que je ne suis pas du tout américain. Non, non, mais il m'a dit, mais ce que tu as balancé sur Internet, c'était vraiment du haut niveau. Et c'est pour ça qu'ils m'ont appelé, ils m'ont fait venir pour voir si tu étais anti-américain. Et ils se demandaient comment ça se fait que tu avais eu toutes ces informations. Puis là, je lui ai expliqué, écoute, j'ai eu ces informations à cause de telle émission, ça. Et puis, tu sais, il y a le quid, on disait ci, on disait ça. J'ai vérifié. Puis moi, on est sur Planète Muscle. Là, il me dit, je sais. Et on discute. Et puis là, on a discuté, on est devenus amis. Il avait fait l'Irak, c'était très intéressant, il m'a raconté sa guerre en Irak, il m'a raconté le stress qu'il avait eu, surtout les dangers, parce qu'il me disait que eux, ils restaient surtout enfermés en Irak, en Irak, qui sortaient pas. Il me disait, alors, il avait fait aussi, et je crois qu'il avait fait l'Afghanistan aussi, et puis je me souviens plus, parce que c'est loin, hein, il me racontait comment il y avait des attentats, il me disait qu'à chaque fois qu'il y avait un convoi qui passait, on était dedans avec les Hummers, il me disait on avait les Hummers, ce qui était le plus angoissant, c'était les marchés, parce que les mecs, ils piègent les marchés, et ils piègent les pastèques, et c'est dans les pastèques sur les marchés, qu'ils mettent dans les pastèques les explosifs, et boum, dans les trucs de pastèques, quand les voitures arrivent, ils les font sauter. Donc les mecs ont tout le temps très peur, et heureusement, on avait des grosses Hummer extrêmement blindées, et une fois on a sauté, on n'a rien eu, mais on s'est retrouvé complètement en l'air. Mais heureusement, c'est très solide. Les Hummers me racontaient qu'il était quand même, c'était un gars des forces spéciales quand même à la base, c'était un officier des forces spéciales. Hein. Donc il avait fait la guerre, et puis là on a parlé armes, on a parlé couteaux, puis il a vu que je connaissais quand même, on a rigolé, il dit oh putain c'est ça que t'as, tout ça, il dit oui, j'ai ça, tout ça, je lui avais expliqué,
Et tout de suite, il en a fait commander pour ses équipes. Je ne vais pas expliquer exactement, mais c'était intéressant. On a sympathisé et on a parlé de renseignements. On a parlé de tout ça, et puis il a vu que j'étais pas du tout un anti-américain, il n'a pas vu que j'étais un espion, puis il a compris comment je savais tout ça, parce que c'était des informations que personne n'était censé savoir à l'époque. C'était juste parce que j'avais observé et analysé, et comme j'ai une bonne connaissance énergétique des réseaux, et puis des relations des pays entre eux, j'ai une bonne vision globale, tout de suite j'analyse très 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 bien les choses, sans être dans l'émotionnel, j'ai toujours été comme ça. Alors comme je l'explique tout le temps, si je ne suis pas dans l'émotionnel dans l'analyse, c'est parce que je me suis efforcé pendant des années de ne pas être émotionnel, parce qu'à la base je suis quelqu'un d'extrêmement émotionnel, donc j'ai développé en inverse une capacité de réflexion sans émotion qui me permet de découvrir, de comprendre les choses, de comprendre le monde, ce qui me permet de sortir des livres comme l'éveil des consciences, pour ceux qui l'ont lu, qui l'ont, il est gratuit sur internet, sur l'éveildesconsciences.com, qui permet aux gens de comprendre le monde. J'ai beaucoup de découvertes scientifiques dedans, qui sont en fin de compte des découvertes d'analyse de base, en utilisant les lois physiques du monde. J'explique comment fonctionne le monde, je n'invente rien, tout peut être prouvé, comme je dis. Donc le gars était très intéressé, on a discuté discussions viriles d'hommes à l'époque, et bon, je suis pas un guerrier, mais bon, j'ai quand même des notions, puisque je voyageais, j'avais vécu aussi en Hongrie, j'ai vécu un peu partout, donc en tout cas en Europe de l'Est, ce que peu de gens faisaient à l'époque, puisque j'étais un des rares Français, on en trouvait très peu en Europe de l'Est, à part les mecs des ambassades, il n'y avait personne. Donc on discute, et puis là on parle de renseignements, et il me dit oui, nous les Américains, on a un système de renseignement, en l'ambassade c'est très intéressant, on a tout le temps des bureaux, et on a comme principe d'accueillir tout le monde. Alors on a un bureau où même les mecs maboules peuvent venir. À l'époque il me disait, et puis on accueille tout le monde, quand les gens veulent venir pour nous dire, bah tiens on assis, on ne fait aucun filtre, on écoute tout le monde, et il me dit on va vérifier tout le monde. Alors évidemment, on a beaucoup de fous, beaucoup de mecs délirants. C'est une façon un peu américaine de concevoir le renseignement. Alors ils n'ont pas que ça bien sûr, mais c'est une façon américaine de concevoir le renseignement. Il me disait à l'ambassade, on a des bureaux, on reçoit les gens pour justement pour écouter tout ce qu'ils disent. Alors, bien sûr, on a des dingues, mais des fois, on a des trucs assez intéressants, et l'Américain a une base, c'est qu'il écoute, le service américain, il écoute tout le monde avec intérêt. Et il m'expliquait aussi que les Américains avaient quelque chose de très particulier par rapport à la France, c'est-à-dire que, évidemment, les gens doivent payer leur assurance, tout ça, et il me disait, en Amérique, quand un ressortissant américain est dans la merde, eh ben on enverra l'armée, même s'il est tout seul. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est aller chercher, aller aider le ressortissant américain qui est dans la merde à l'étranger. Et il me dit, si jamais toi t'es français, t'es dans la merde, compte pas sur ton ambassade et compte pas sur les services de l'armée française pour aller te chercher, ils vont te laisser tomber. Alors la plupart du temps, il me disait, alors que les Américains, eux, tout de suite, ils mettent des grands moyens pour aller chercher leurs ressortissants. Et donc, à partir du moment où il y a un problème américain, on sait que le mec a un problème, si l'ambassade est contactée, direct, nous on bouge, et c'est l'armée qui bouge, parce que lui-même avait fait des missions là-dessus, de récupération. Et alors, ce gars, je pourrais raconter plein de trucs sur lui, mais je peux pas tout raconter, parce que c'est quelqu'un qui a quand même du boulot, qui est reparti aux États-Unis, qui était bilingue, qui faisait de la muscu, extrêmement sympa, extrêmement intelligent, avec qui j'ai eu encore des contacts quand il était retourné aux États-Unis. On n'aurait pas dit qu'il était américain, zéro accent, costaud, baraqué, on n'aurait même pas dit qu'il était militaire. Le mec, il faisait un gros nounours brun de 90, 100 kilos, 100 kilos, un look absolument banal, un peu plus grand que moi, mais très très intelligent, et en fin de compte, sous les allures de gros nounours, et les Américains sont trompeurs, un mec brillant, mais qui avait vécu aussi beaucoup d'expériences militaires américaines. Et tout ce qu'il m'avait raconté là m'a servi un jour. Et c'est pour ça que je le remercie, parce que j'avais une amie d'origine russo-ukrainienne, et son copain, son ami, son mari, quasiment, qui est depuis longtemps, a un énorme problème en Ukraine. Elle m'appelle un soir terrorisée, elle me dit il ne peut plus rentrer chez lui, il a un problème avec la mafia ukrainienne, parce que l'Ukraine c'était à l'époque, c'est même, déjà que c'est pas sûr maintenant, à l'époque c'était pire, il a fait des investissements en Ukraine,
Et il me dit, il ne peut plus rentrer chez moi, je suis terrorisé, Frédéric, qu'est-ce que je dois faire? Et je dis, il est américain. Il était binational. Et il dit, écoute, elle habitait pas loin, tu cours directement à l'ambassade américaine, c'est mon pote qui bossait là-bas, et tu vas tout de suite leur expliquer que ton ami a des problèmes, qu'il est à tel endroit, et qu'il faut aller chercher, qu'il ne peut pas sortir, qu'il y a des problèmes vivants avec la mafia ukrainienne. Ah, bien sûr, la mafia ukrainienne, il ne faut pas s'imaginer comme vous l'imaginez, mais c'est quand même d'énormes problèmes qu'il avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est directement allée à l'ambassade. L'ambassade dit, ne vous inquiétez pas, ils ont appelé l'ambassade, c'est l'ambassade de France, donc ils ont appelé directement l'ambassade américaine en Ukraine. Dans la soirée, les mecs ont fait tous les hôpitaux, tous les bars, tous les postes de police, ils ont tout fait. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont fait sortir, ils l'ont dégagé direct. Donc, on voit qu'il y a quand même une réactivité. C'était grâce à lui, en fin de compte, que j'ai tiré d'affaire, je ne sais pas si elle allait mourir, mais j'ai tiré d'affaire l'ami de ma copine. Hein. Et c'est grâce à cet agent américain avec qui j'avais sympathisé que je pense que j'ai en partie sauvé la vie d'un homme parce que je savais comment fonctionnait le système américain que je ne connaissais absolument pas avant. C'est lui qui m'avait expliqué ça. Donc l'Amérique a bien sûr des zones d'ombre. L'Amérique peut avoir, à l'époque, elle ne se comportait pas forcément très bien puisqu'on n'a pas l'Amérique de Trump, hein, c'était une autre Amérique à l'époque. Hein. Maintenant, on a une Amérique qui n'est plus, qui n'a plus trop d'intérêt sur les énergies étrangères, les énergies en tout cas les énergies gazières et pétrolières du monde, puisqu'elle est devenue complètement indépendante mais en partie aussi grâce à Trump qui a empêché l'effondrement du gaz de schiste qui allait être racheté et qui a été écroulé et racheté par les pétroles et gaz conventionnels du Moyen-Orient, dont ceux qui l'exploitent sont des Américains qui sont les ennemis en fin de compte des Américains de Wall Street, style BlackRock, hein, qui sont les ennemis des pétroles et gaz de schiste qui sont derrière Trump. Donc c'était à une autre époque. Mais voilà, c'était une petite histoire de ma jeunesse pour vous raconter mes contacts avec les services secrets américains qui étaient venus parce qu'ils avaient trouvé mes analyses intéressantes. Parce qu'avant il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais j'avais un bon quid, c'était les quids, ça s'appelait, si les mecs connaissent, il y avait tout dedans. Il y avait un gag aussi, mais d'ailleurs des choses que personne ne sait dans les quids, c'était à l'époque, moi je suis frontalier, hein, j'ai connu la Roumanie juste après Ceausescu, et à l'époque de Ceausescu, c'est dans le quid, pour sortir de Roumanie quand tu étais juif par exemple, c'était marqué dans le quid, mais c'est des réalités, c'était vraiment quelque chose qui était formidable. C'était vraiment une source d'informations que peu de gens ont trouvé tout, la physique, la chimie, l'évolution, la géopolitique, un truc de dingue que seuls les Français des fois sont capables de sortir. Et alors il disait qu'à l'époque, moi ça m'intéressait, les juifs les juifs de Roumanie pour sortir et avoir un passeport pour pouvoir fuir en fin de compte la Roumanie de Ceausescu, ils devaient payer quelque chose comme $1000. En fin de compte, c'était l'État israélien qui leur payait ça, de droit de sortir de Roumanie, alors que pour un tzigane, c'était gratuit. C'est-à-dire qu'ils dégageaient leur tzigane. C'était marrant de voir ça. Ils disaient, merde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Ceausescu a fait? Donc ils dégageaient leur tzigane. C'était un tzigane qui sortait, ça coûtait rien, et on ne les faisait pas rentrer après. Donc parce que c'était marqué un tzigane sur le papier. Hein. Et un juif, par contre, tu le faisais payer une fortune parce qu'il allait en Israël, il ne revenait pas. Donc voilà, c'était ce qu'on voyait dans le quid, la petite anecdote encore que je sors là-dessus, d'un temps qui est avant les réseaux sociaux et avant avant Google aussi, et ce moteur de recherche formidable. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, de 23 minutes, pour vous raconter un peu ma jeunesse. J'en ai d'autres à vous raconter avec les espions, je pourrais vous raconter d'autres histoires d'espions français. C'est assez drôle maintenant, il y a très longtemps, donc on peut en parler, parce que je veux pas que ça nuise aussi aux espions que j'ai connus, hein, et à qui on dirait monsieur, vous n'avez pas été discret. Voilà, maintenant c'est tellement loin qu'on peut se permettre d'en parler. C'était Fred de la Vie, à bientôt et paix sur terre.